Bonjour ou bonsoir, c'est Selon, bienvenue dans la 10e émission, saison 2 des Visages de la Recherche, ces femmes et ces hommes créatifs et méthodiques qui, dans tous les domaines, cherchent à éclairer l'inexplicable. Gabrielle de Cronbruck, bonjour. Bonjour. Vous êtes aspirante FNRS à l'ULB en pédiatrie et vous luttez contre des streptocoques. Donc ça. Vous êtes pédiatre, je l'ai dit, vous avez fait un mémoire sur le streptocoque et finalement cette bactérie sphérique vous a intellectuellement contaminé. Tout à fait. Je suis restée bien accrochée. Oui, et pourquoi? C'est l'ambiance des labos? Parce que faire de la recherche alors qu'on est pédiatre, c'est un choix entre la clinique et la recherche. Oui. Tout à fait. Mais donc, vous l'avez dit, mon premier contact avec la recherche, c'était pendant mon mémoire à la fin de mes études de médecine, que j'ai fait dans le laboratoire de microbiologie de Pierre Smesters et Anne Boto à Erasme. Et c'était déjà sur cette fameuse bactérie qui est le streptocoque du groupe A, ou qu'on va peut-être simplifier en utilisant le terme strepto-A. Ah, strepto-A. Voilà, je propose qu'on parle de strepto-A. Faites un peu la traduction latine. On peut aussi l'appeler streptocoque pyogène ou streptococcus pyogenes. Ouh là là, ça fait quand même plus sérieux. Voilà, mais pour simplifier, parlons de strepto-A. Donc mon mémoire, c'était mon premier contact avec la recherche et avec le strepto-A. C'est vrai que j'ai été très intéressée par cette bactérie qui tue quand même un demi-million de personnes dans le monde chaque année, pour laquelle on n'a toujours pas de vaccin. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance du laboratoire, collaborer avec cette super équipe. Et donc... Alors ça, on l'a compris. Mais pourquoi est-ce que vous êtes parti pour ça en Gambie, pour étudier ce streptocoque, alors qu'il y a ce streptocoque sans doute ici aussi? Il y a combien? 75 000 souches de ce streptocoque dans le monde? Presque 200 souches différentes qui ont été décrites à ce jour. Tout à fait. Et pourquoi aller en Gambie? Voilà, donc tout à fait. Donc, après mon mémoire de recherche, j'ai commencé ma formation en pédiatrie. J'étais dans le cursus normal en pédiatrie. Et Pierre et Anne m'ont recontacté en me demandant si je voulais participer à une étude clinique en Gambie sur le streptocoque. Moi, je ne connaissais pas la Gambie, mais j'avais, dans le cadre de mes études de médecine, réalisé différents stages en Afrique subsaharienne. Et pour moi, participer à une étude clinique, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et donc, j'ai accepté et c'est comme ça que j'ai commencé un doctorat. Pourquoi la Gambie? Bien sûr, très bonne question, alors qu'on a du streptocoque chez nous aussi. Donc, on sait que la diversité des souches qui circulent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires est beaucoup plus importante que celle qu'on retrouve chez nous, avec, comme je vous l'ai dit, presque 200 souches différentes de cette bactérie qui ont été décrites. Et on sait aussi que la mortalité liée à cette bactérie est la plus importante dans ces régions-là. Et pourquoi pas de vaccin depuis plus d'un siècle? Parce que vous, j'imagine, votre but, c'est de trouver un vaccin qui couvre un spectre le plus important des souches. Voilà, tout à fait. Vous avez bien compris. Donc, ça fait un siècle que des chercheurs dans le monde entier essayent de réaliser un vaccin. Il y a plusieurs freins à cela, et notamment la grande diversité des souches, qui est un défi majeur, on va dire, basé sur les données qu'on avait initialement, donc qui étaient les données occidentales, où on connaissait une vingtaine de souches qui circulaient. Un candidat vaccinal 30 valent, donc qui protège contre 30 souches différentes, avait été mis sur pied et qui offrirait une bonne couverture dans les régions où la diversité n'est pas trop importante. Mais depuis une quinzaine d'années, on sait que la diversité est beaucoup plus importante dans les régions où la mortalité, finalement, est la plus importante. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est rendu en Gambie, puisque le continent africain, et en particulier l'Afrique subsaharienne, est la région du monde où la mortalité est la plus importante. Et paradoxalement, c'est de là qu'on a le moins de données épidémiologiques. Et pourtant, c'est important d'avoir des données épidémiologiques fiables pour savoir quelles sont les souches qui circulent, pour informer la recherche vaccinale et être sûr que le vaccin futur fonctionne. Parce qu'un vaccin 30 valent n'offrirait pas une couverture suffisante dans ces régions-là. Et donc, c'est une bactérie dangereuse et qui joue des tours. Oui, c'est une bactérie qui a plus d'un tour dans son sac. Elle est assez particulière car elle est responsable d'un très large panel de manifestations cliniques. Donc, elle cause les infections qu'on appelle non-invasives. Ça, c'est ce qu'on connaît bien chez nous, c'est par exemple les angines ou les infections de la peau.
elle est aussi responsable d'un portage asymptomatique. Donc ça veut dire qu'on peut l'avoir... Comme la Covid. Tout à fait, on en a beaucoup parlé avec Donc vous avez peut-être un streptocoque, vous qui revenez de Gambie il y a quelques jours. Tout à fait. J'ai peut-être un streptocoque sur la peau ou dans ma gorge, mais je n'ai aucun symptôme associé. Pourtant, ça n'empêche que je le transmette à quelqu'un qui puisse développer des symptômes. À côté de ça, on a les infections invasives. Donc ça, c'est quand la bactérie passe dans la circulation sanguine et provoque des infections graves comme les pneumonies, les méningites, les septicémies. Ça, c'est déjà une cause de mortalité. C'est ça. Ça cause déjà beaucoup de décès dans le monde entier, mais aussi chez nous, dans les pays à haut revenu. Mais la principale cause de mortalité, aujourd'hui encore, ce sont les complications auto-immunes. Donc ça veut dire qu'après un contact avec un streptoa, après une infection relativement banale comme une angine ou une infection cutanée, le système immunitaire qui a combattu cette bactérie, donc les anticorps et les globules blancs, peuvent se tromper de cible et se retourner contre les tissus de l'hôte. Et ils attaquent particulièrement les valves du cœur, qui vont alors être abîmées. Elles ne vont plus pouvoir travailler correctement, elles ne vont plus fournir l'étanchéité nécessaire. Et donc le cœur va devoir pomper plus fort, et ça va provoquer ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque. Donc c'est vraiment le cœur qui se fatigue, et on retrouve ça surtout chez les enfants et les adolescents dans les pays à faible et moyen revenu, notamment l'Afrique subsaharienne. En Gambie, donc, vous avez fait des recherches avec toute une série de familles, mais là aussi, vous étiez médecin, puisque ces gens pouvaient vous téléphoner jour et nuit s'il y avait des complications. Tout à fait. Donc, c'est une étude prospective qui a été menée par un centre de recherche très réputé en Gambie, qui s'appelle le MRC, pour Medical Research Council. C'est un centre de recherche rattaché à un hôpital qui est vraiment spécialisé dans les études cliniques et qui a énormément d'infrastructures au niveau du laboratoire pour l'analyse de tous ces échantillons. Et donc, mon rôle en tant que pédiatre belge était de superviser le travail de terrain et donc de donner les avis médicaux pour nos patients, puisqu'on suivait 400 patients qui appartenaient à 40 familles qu'on a suivis pendant 1 an. On leur rendait visite tous les mois ou plus s'ils avaient des problèmes de santé ou des infections. Et donc, j'étais vraiment au contact des patients tous les jours. Alors vous, la bactérie qui vous est intéressée en particulier, hein, c'est ENN. Comment est-ce que vous faisiez de la recherche fondamentale en Gambie? Vous avez les résultats, mais comment vous la faisiez? Est-ce que vous amplifiez le génome de la bactérie sur place? Comment ça se faisait? Donc, tout à fait. La bactérie qui nous intéresse, c'est ce fameux Streptoa. Oui. Cette bactérie a plusieurs protéines à sa surface et notre laboratoire, donc le laboratoire de bactériologie moléculaire d'Erasme, se concentre particulièrement sur une de ces protéines de surface qui s'appelle ENN et l'étudie comme potentiel candidat vaccinal. Donc, en Gambie, on a récolté tous les échantillons. On a récolté des bactéries, donc on était vraiment à la recherche de ce streptoa en faisant des frottis au niveau de la peau et de la gorge, et on a aussi récolté des échantillons sanguins. Toutes les analyses qui ont pu être faites en Gambie au MRC ont été réalisées là-bas, mais pour certaines analyses très spécifiques qui ne pouvaient pas être faites là-bas, les bactéries ont été dupliquées et envoyées à Bruxelles pour justement analyser ces protéines en détail. Et comme vous l'avez dit, c'est bien ça, on amplifie une partie du génome, donc une partie de l'ADN bactérien qui code pour cette protéine, pour pouvoir étudier la diversité de ces protéines dans notre corps. Ce vaccin, il est pour quand? Est-ce que vous pouvez y répondre ou pas? Non. Demain, j'espère. Oui, d'accord, mais 5 ans, 4 ans, 10 ans? On n'en sait rien. Voilà, c'est vraiment dur à dire. Comme je vous ai dit, ça fait 1 siècle que des chercheurs dans le monde entier essayent de mettre sur pied un vaccin. Il y a différentes écoles, donc les différents labos s'intéressent à différentes protéines, et donc c'est vraiment une collaboration entre les laboratoires du monde entier pour essayer de trouver un vaccin efficace. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs freins. L'un des freins, c'est donc cette grande diversité de souches, parce que faire un vaccin pour une trentaine de souches, c'est dans nos cordes, mais faire un vaccin pour plus de 200 souches, c'est compliqué. Et un autre frein, c'est que à ce jour, on ne comprend pas bien l'immunité naturelle. Donc, on ne comprend pas bien ce qui se passe au niveau du système immunitaire dans la nature quand un individu rencontre le streptoa. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on fait beaucoup d'infections dans l'enfance et qu'en vieillissant, on diminue le nombre d'infections. Donc, il y a une protection et c'est ça qu'on doit trouver. Et l'étude qu'on a réalisée en Gambie, justement, apporte des données vraiment précieuses en ayant des échantillons sanguins avant et après les infections. Et d'ailleurs, vous avez un peu clôturé votre mission il y a
quelques jours, vous étiez en Gambie, d'ailleurs avec votre bébé, parce que vous avez un bébé entre-temps, pour clôturer avec une grande fête et tous les gens qui y ont participé. Oui, tout à fait. Donc l'étude s'est déroulée entre 2021 et 2022. À la fin de l'étude, on avait déjà fait une fête de clôture pour donner les résultats, mais qui était alors très préliminaire. On n'avait pas encore procédé à toutes les analyses. Et là, 3 ans plus tard, on a réinvité tous les patients qui ont participé à l'étude, donc 40 familles, 400 patients, ainsi que les infirmiers et les travailleurs de terrain qui ont récolté les échantillons, mais également les représentants de la communauté locale et les représentants des soins de santé pour transmettre les résultats plus dans le détail. On a fait une fête pour évidemment remercier les participants sans qui rien de tout ça n'aurait été possible et aussi demander un feedback puisqu'il y a d'autres études sur le strep-toa qui vont avoir lieu dans la région et donc c'est vraiment important d'apprendre des participants ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils ont moins apprécié et comment on peut améliorer. Alors vous êtes aspirante FNRS, votre thèse va bientôt se terminer. Après un postdoc, ou bien vous retournez à l'hôpital ou vous faites les deux? J'aimerais pouvoir faire les deux. Donc, c'est vrai que la clinique me manque. Quand j'étais en Gambie, j'avais encore tout ce côté médical, travail sur le terrain qui me plaisait beaucoup. Depuis mon retour à Bruxelles, c'est du travail de laboratoire, voilà, plus fondamental. La clinique me manque, donc je vais, à la fin de ma thèse, retrouver l'hôpital public, travailler en pédiatrie. Mais je pense que pour être épanouie dans mon travail, j'aimerais pouvoir avoir les deux, garder un pied dans la recherche, puisque j'ai quand même été assez mordue, afin de pouvoir continuer à collaborer avec toutes les équipes dans le monde avec lesquelles on collabore pour l'instant, et suivre de près l'évolution de ce fameux vaccin. Gabrielle de Combrug, merci d'avoir été mon invité. On se retrouve après la pause, après Alberto Borges, directeur FNRS à l'Université de Liège en océanographie.